Bonjour, donc je vais vous parler du programme, une partie du programme de l'option Math Expert en terminale. Donc dans cette option, il y a les nombres complexes, graphes et matrices et arithmétique. Dans l'ancien programme de spécialité maths en terminale S, il y avait uniquement l'arithmétique et les matrices pour 2 heures, et les nombres complexes, eux, se trouvaient dans l'enseignement obligatoire de la terminale S. Et les graphes se trouvaient dans la spécialité maths en terminale ES. Là, maintenant, Math Expert, il y a tout ça, mais pour 3 heures. Et c'est une option. Alors, les graphes et les matrices. Alors, d'abord, les graphes, c'est une notion qui a été introduite déjà depuis le XVIIIe siècle, en 1735, par exemple, avec Euler. Alors Euler, vous le verrez à plusieurs moments, hein, vous le verrez très souvent, c'est quelqu'un de génial. Il intervient par exemple là dans les graphes, il y a le théorème d'Euler, il intervient en arithmétique, il y a le théorème d'Euler en arithmétique qui généralise le petit théorème de Fermat. Et il y a également les formules d'Euler qui interviennent dans les nombres complexes. Bref, Euler intervient tout le temps. Hein, il n'est pas le seul de génial, mais lui, c'est vraiment un mathématicien très important. Donc les graphes. Donc justement, quelques problèmes qui utilisent les graphes. Donc les graphes, en fait, c'est un ensemble de sommets qui sont reliés par des arêtes. Alors il peut y avoir plusieurs arêtes. Les arêtes peuvent être à sens unique, c'est-à-dire elles peuvent être orientées. Sur les arêtes, on peut mettre des valeurs. Et sur les sommets aussi, on peut mettre des valeurs. Bon. L'exemple, par exemple, c'est le problème des 7 ponts de Königsberg, de savoir si on pouvait aller de Königsberg et revenir à Königsberg en passant une seule fois par les 7 ponts. Donc non, ce n'était pas possible. Bon, Euler l'a démontré, et on peut par exemple donner un problème qui ressemble, c'est le problème du facteur, qui lui doit gérer des rues particulières, donc il a un programme, il doit passer par des rues pour distribuer le courrier. Donc pour lui, le graphe est constitué en fait comme sommet sur les carrefours, hein, c'est tout simplement ça, vous avez des carrefours, puis vous avez des rues. Bon, voilà. Donc les sommets sont les carrefours, et là vous avez les rues. Le problème, et lui, il se trouve ici. Par exemple, ça, c'est le dépôt. Donc lui, il doit partir de A, il doit revenir en A. Et son problème, c'est de parcourir toutes les arêtes, c'est-à-dire toutes les rues, toutes les arêtes du graphe, une et une seule fois. Une et une seule fois. Bon, alors, il y a une réponse à ce problème, hein, c'est grâce à Euler, c'est en fait l'existence ce qu'on appelle d'un cycle eulérien dans un graphe connexe. Bon, on verra ça donc après. L'autre problème, c'est le problème du représentant de commerce. Lui, son problème est différent. Il a des villes, donc lui, il se trouve dans une ville que je vais appeler A, puis là, tout un tas de clients qui se trouvent dans des villes différentes. Et les villes sont reliées par des routes. Donc voilà ces clients dans des villes. Il y a des routes qui relient, etc. Et lui, son problème, c'est de partir de chez lui et de revenir chez lui. Donc ça sera ce qu'on appelle un cycle. Et de parcourir non pas une seule fois toutes les arêtes de ce graphe, mais de parcourir une et une seule fois tous les sommets de ce graphe. Lui, ce qu'il veut, c'est passer une seule fois par chaque ville. Alors ça, c'est un problème qui est un peu plus difficile, et quand il y a une solution, on appellera ça non pas un cycle eulérien, mais un cycle hamiltonien. Donc ça, c'est le deuxième exemple d'utilisation des graphes. Alors il y en a d'autres, bien sûr. Par exemple, dans votre GPS, vous voulez aller d'une ville A à une ville B, et vous voulez trouver le plus court chemin. Alors comment on fait le GPS? Eh bien le GPS, lui en fait, il a une carte. Les villes sont représentées par des sommets, et les routes sont représentées par des arêtes. Et il faut trouver donc un chemin qui mène de A à B. Donc un chemin, par exemple, c'est comme ça. Voilà, ça c'est un chemin. Hein, bien. Alors il peut y avoir des sens uniques, on peut tenir compte des sens uniques. Et le plus court chemin. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, sur les arêtes, vous mettez des distances. Il y a des distances, donc vous avez quelque chose de très compliqué, et vous y mettez des distances. Lui, donc, il propose de trouver le plus court chemin qui relie de A à B, avec la distance minimale. Alors ça peut être la distance minimale, ça peut être le temps minimal. Donc plus court chemin au sens de la distance ou au sens du temps. C'est ce que font les GPS. Il y a des algorithmes de recherche de parcours qui
minimise justement la distance ou le temps. Donc l'algorithme qui est connu, c'est l'algorithme Dijkstra, hein, qui ne fait pas partie de ce programme-là. Mais c'est bien de savoir que ça fait partie des algorithmes quand même importants, qui est donc utilisé par exemple dans le GPS, qui est utilisé également en informatique, sur Internet par exemple, et c'est vraiment un problème sur les graphes. L'autre problème aussi qui intervient toujours sur les graphes, c'est Internet. Vous avez des routeurs, R1, le vôtre, puis après qui est relié donc par un câble à un autre routeur, etc., etc., etc. Et vous faites une requête sur un site, par exemple, qui est accessible avec un certain routeur. Je vais mettre ici S. Bon. Et en fait, ce qui se passe entre votre machine et la machine de ce serveur, eh bien, il faut relier les deux routeurs. Hein, il faut trouver la route pour aller de chez vous, de votre routeur, au routeur qui est la porte, en fait, qui permet d'accéder au serveur où il y a le site. Donc, c'est ce qu'on appelle le routage des trames sur Internet. Donc, les sommets, ce sont les routeurs, et les arêtes, ce sont les câbles physiques qui relient ces routeurs. Il faut trouver une route. Alors, comment on fait pour trouver une route? Eh bien, en fait, chaque routeur a ce qu'on appelle une table de routage. Une table de routage plus ou moins compliquée. Par exemple, votre routeur, lui, sa table de routage est très simple. Il y a une route par défaut. Donc, quand il reçoit une trame, automatiquement, il envoie sur l'autre routeur. La plupart des routeurs ont des routes par défaut. Donc, ils n'ont pas ils envoient la trame directement sur le routeur suivant. Mais il y a des routeurs qui ont des tables de routage énormes, hein, et selon ce qu'il reçoit, il va donc envoyer pas n'importe quel routeur. Bon, et ça se fait par des algorithmes. Alors il y a Dijkstra, mais il y a d'autres algorithmes qui sont utilisés dans le routage des trames avec le protocole IP. D'autres problèmes sur les graphes, toujours pas programme, c'est le problème du coloriage d'un graphe. Alors par exemple, vous avez une carte géographique et vous avez des pays, et vous voulez colorer la carte avec comme convention que deux pays frontaliers ne soient pas de la même couleur. C'est normal. Bon, donc vous avez la France ici et la Belgique, par exemple. Donc les sommets, ce sont les pays, et les arêtes, c'est quand il y a une frontière. Donc on met une arête quand il y a une frontière. Et ce qu'on veut, c'est que les couleurs, donc ici, dans ce cas présent, les couleurs soient différentes. Donc ce sont les conventions. Donc là, le problème de coloriage de graphes, c'est un problème qui donc a une réponse. Hein. On sait qu'il faut au plus 4 couleurs pour faire ça, quel que soit le graphe, aussi compliqué soit-il, au plus 4 couleurs pour des graphes connexes. On verra ce que sont des graphes connexes. Hein. Et pour des graphes connexes, au plus 4 couleurs. Théorème des 4 couleurs. Et le nombre chromatique, c'est le nombre minimal de couleurs pour colorer un graphe. C'est une autre application sur les graphes. Alors une autre application également, elle, qui est au programme cette fois-ci de MathExpert, c'est les graphes probabilistes. En fait, vous avez des états A et B qui peuvent changer d'une étape à l'autre avec une certaine probabilité. Par exemple, A peut revenir sur A avec une certaine probabilité, c'est-à-dire ne change pas d'état en fait, d'une étape à l'autre, peut changer d'état, passer de A à B avec une certaine probabilité, et pareil pour B, B reste dans le même état avec une certaine probabilité, ou peut passer de B à A avec une certaine probabilité. Donc vous avez quelque chose comme ça. Et là, vous avez une pondération par des probabilités. Un changement d'état, donc vous avez ici un état initial, hein, il y a une autre vidéo qui utilise la même chose avec des suites, hein, on prend une population et on prend un individu au hasard, soit l'individu est malade, soit il ne l'est pas. Puis on fait ça toutes les semaines, ça c'est donc l'étape, c'est une semaine, et on regarde ce qui se passe la semaine d'après. Donc il y aura des probabilités, la probabilité pour qu'un malade reste malade est de temps, pour qu'un malade soit guéri est, etc. Donc c'est exactement traduit par ce graphe qu'on appelle un graphe probabiliste, avec des changements d'état. Bon, donc ça c'est une application sur les graphes. Alors maintenant les matrices. Alors les matrices, ce sont des objets mathématiques
à part entière, qui sont étudiés en mathématiques. Ils ont vraiment une importance. En fait, une matrice, c'est simplement un tableau avec des nombres réels qui sont dedans. Un tableau à double entrée, avec des lignes et des colonnes. Bien. Ils interviennent également dans de nombreuses situations. Par exemple, ils peuvent intervenir dans le cadre des graphes. Par exemple, vous avez un graphe, vous avez des sommets qui sont reliés entre eux, avec un certain nombre d'arêtes, et vous faites la matrice, par exemple ici, vous allez mettre ici un sommet S1, S3, je mets n'importe quoi ici, donc c'est la troisième ligne, ici S4, c'est la quatrième colonne, ici vous allez marquer 1 s'il y a une arête qui relie S3 à S4, ou 2 s'il y en a 2. Bon. Et donc vous obtenez comme ça une matrice qu'on appelle la matrice d'incidence. Et c'est cette matrice d'incidence qui permettra d'obtenir d'autres renseignements. Ça, c'est un exemple d'utilisation des matrices. Alors, l'autre utilisation des matrices, c'est pour résoudre des systèmes linéaires. Imaginez que vous ayez un système ici dit linéaire avec 4 inconnus et 4 équations. Eh bien, on peut traduire ça avec une matrice. Et le fait de faire intervenir une matrice pour remplacer en fait ce système de 4 équations à 4 inconnus, eh bien ça permet de résoudre le système assez aisément. Ça intervient également dans le chiffrement de Hill, où c'est exactement ce qui se passe. On a un système de deux équations, deux inconnus modulo 26, et en fait c'est pareil, on le traduit par une matrice, sauf qu'ici ce sont des matrices modulo 26. Encore une situation où les matrices interviennent. Par exemple, vous avez la suite de Fibonacci, c'est-à-dire que vous avez une récurrence d'ordre 2. Pour tout n, un plus 1, c'est un plus 2, c'est n plus 1 plus un. Et u0 et u1 valent 1. On pourrait donner une récurrence d'ordre supérieur. Et en fait, il s'agit d'exprimer un en fonction de n. Eh bien, on peut faire intervenir une matrice pour trouver l'expression de un. Donc un autre exemple d'utilisation des matrices dans le cadre des suites, définies par récurrence. L'autre exemple que je donnais avec les graphes, c'est les graphes probabilistes, avec 2 états ou 3 états. Ça peut être traduit par une matrice. Et donc l'utilisation des matrices permettra donc de résoudre ce problème sur les graphes. Alors l'autre exemple, c'est le PageRank. C'est donc un algorithme de référencement des pages web qui au départ utilise une arborescence, mais qui peut être traduite par des matrices. Donc on fait des calculs sur des matrices et ça permet donc de justement calculer ce fameux PageRank. Alors toujours sur les matrices, on peut penser par exemple que des photos, vous avez des renseignements par pixel et vous voulez par exemple transformer ça en un JPEG. C'est un fichier compressé. Et donc, il y a des algorithmes sur cette matrice. C'est une matrice, la matrice des pixels. Alors, ce sont les données que donnent les pixels. Et sur ces données-là, on va faire des transformations. Donc, sur une matrice.